Allez, cette question à présent, est-ce que les investisseurs ne font pas preuve un petit peu de complaisance à l'égard de certains segments de marché? Est-ce qu'ils ne sous-estiment pas certains risques? On en parle avec Stéphane Déo. Bonjour Stéphane. Bonjour. Stratégiste à la Banque Postale Asset Management. Bon, l'idée, c'est pas de dire qu'il y a des bulles partout, que les marchés sont dingues. Ça ferait du clic hein, si on disait ça, si on tenait ce type de propos. Mais la vérité, c'est que sur certains segments de marché, il y a une forme d'aveuglement qui peut poser problème. On rentre dans le détail après, mais... Oui, c'est possible. Si vous voulez, il y a tellement de liquidités qui ont été données par les banques centrales, il y a beaucoup d'argent qui cherche à s'investir, et c'est vrai qu'en termes de volatilité, c'est-à-dire en termes de mouvement de marché, on est sur des niveaux qui sont extrêmement bas à l'heure actuelle, alors qu'il y a des risques politiques, il y a des risques économiques, il y a des risques sur les matières premières. Et donc on a un peu cette dichotomie entre pas mal de nouvelles anxiogènes dans la presse, et d'un autre côté, des marchés qui sont, c'est vrai, qui sont assez zen sur certains aspects. Ouais. On écarte l'idée à ceux qui disent « Ouais, mais il y a une bulle sur les actions, c'est au plus haut depuis 10 ans. » Vous, c'est pas... Bah, écoutez, c'est au plus haut depuis 10 ans. Les valorisations sont tendues si vous regardez le CAC 40, par exemple, les bénéfices des entreprises du CAC 40 ont progressé plus vite depuis 2010 que les valorisations. Donc oui, ça monte, mais ça monte aussi parce que les bénéfices ont progressé. Donc les valorisations sont tendues. On n'est pas arrivé à des niveaux exubérants de valorisation. On en est très très loin. On est, enfin moi, qui ai vécu 2001 et la bulle des dot-com, on est très très loin de ce genre d'aberration à l'heure actuelle. C'est vrai que le marché est cher par rapport à sa moyenne de long terme, mais on n'est pas sur une zone qui est aberrante pour l'instant. Ouais. Mais par contre, voilà, sur certains segments de marché, on peut comme s'interroger sur cette forme d'aveuglement de complaisance qui peut poser problème. Exemple, quand on voit que la Grèce, aujourd'hui, s'endette au même niveau que l'Italie. À 10 ans, on est sur 1,40% de taux d'endettement, encore une fois, de l'État grec. On se dit que ce n'est pas très raisonnable, et même si on se dit que les Américains, les États-Unis s'endettent à 1,8 sur 10 ans. Il n'y a pas un problème de discrimination du risque, encore une fois, là pour le coup sur le marché obligataire, souverain? Alors sur le risque souverain, oui, le fait que l'Italie soit au même niveau que la Grèce, moi ça me chagrine un peu pour être honnête. Après, il y a deux interprétations. Ça peut être que l'Italie a un taux d'intérêt qui est trop haut et donc les investisseurs sont trop prudents, ou ça peut être que la Grèce a un taux d'intérêt qui est trop bas et donc ça veut dire que les investisseurs sont trop optimistes sur la Grèce. Donc je ne sais pas lequel des deux. Peut-être les deux d'ailleurs. Ça peut être les deux, oui, tout à fait. À mon humble avis, il y a quand même une partie de peur sur l'Italie qui est plutôt non rationnelle. On a encore des niveaux de taux d'intérêt qui sont très très élevés par rapport à l'Espagne et au Portugal, alors que la situation en Italie mérite une prime de risque. Il y a des problèmes politiques, ça fait 3000 ans qu'il y a des problèmes politiques en Italie, mais il y a des problèmes fondamentaux qui sont aussi très importants en Italie. Mais c'est vrai que la prime de risque est très très importante. Ils ont beaucoup souffert, les Grecs, encore une fois, ils ont fait beaucoup d'efforts. Oui. Mais quand on voit quand on écoute les agences de notation qui disent qu'en gros, la dette de la note souveraine grecque, c'est obligation pourrie, quoi. Non, je ne sais pas. Non, alors... ou risqué, en tout cas. Oui, on est en high yield, c'est-à-dire que en notation, vous avez la partie investment grade qui sont les bonnes notations, ça va jusqu'à triple B. Et en dessous, on est en high yield. Donc la Grèce est en obligation très risquée, spéculative. Tout à fait. Mais ils sont en spéculatif. Est-ce qu'on doit avoir du 1,4% taux d'intérêt sur le 10 ans grec? Non, quand on entend... Non, moi je pense que la prime de risque reste très très faible sur la Grèce, effectivement. Alors il faut regarder aussi l'évolution. C'est vrai que la Grèce a fait énormément d'efforts. Ils ont maintenant un budget qui est en surplus, un budget primaire qui a un très large surplus. Donc c'est vrai qu'on a stabilisé la dette sur PIB. Mais, donc il n'y a rien d'aberrant. Donc c'est aberrant ou pas? La question qu'on se pose, c'est de se dire, est-ce qu'il n'y a pas cette forme d'aveuglement, de complaisance? Est-ce que sur la discrimination du risque souverain, notamment en zone euro, mais pas seulement, il y a une aberration? Comme souvent sur les marchés, ça dépend où on met le curseur. Je ne pense pas qu'on est sur des aberrations, comme on a vu dans le passé. Par contre, c'est vrai que sur certaines valorisations, il y a un certain niveau d'optimisme. Et je pense que la Grèce est un bon exemple. Ils ont fait énormément de travail pour assainir leur économie. Il y a encore, par exemple, le secteur bancaire qui est sinistré. Il y a une partie de cette dette qui va forcément atterrir sur la partie publique.
d'une manière ou d'une autre. Et donc, il y a encore des problèmes importants qui se maintiennent. Donc, la prime de risque sur la Grèce, pour moi, elle est un petit peu basse. Ouais. Autre segment de marché voilà, qui pose question, le marché du crédit aux entreprises. C'est un truc sur lequel vous alertez depuis un petit moment. Oui. Parce que, on en a parlé hier en préparant l'émission, parce qu'on s'est dit, tiens, mais qu'est-ce que ça tient comme sujet de se dire, voilà, est-ce qu'il n'y a pas cette forme d'aveuglement de la part des marchés sur certains points, encore une fois. Et vous me disiez, mais la qualité du crédit se détériore aux États-Unis. Mais il n'y a pas d'écartement des spreads de crédit, de la prime de risque associée à cette détérioration de la qualité du crédit. Pour revenir sur l'investment grade et le high yield, donc les plus mauvaises notations dans l'investment grade, c'est triple B. Il y a 10 ans, il y avait un tiers de l'investment grade qui était en triple B. Maintenant, on est à plus de la moitié. Ça veut dire que vous avez énormément d'entreprises qui sont juste à la limite. S'il y a une crise, pouf, elles passent de l'autre côté, en spéculatif. Il y a un point de tangence, il y a un point de... Et alors, tant que tout va bien, tant que l'économie tient, tant que les entreprises génèrent des flux de trésorerie, ce n'est pas un problème. Mais dès que vous allez avoir un ralentissement économique, ce problème de qualité d'émission des actifs va se poser. Et le risque, c'est que on ait une surréaction des marchés dans l'autre sens. Le risque, c'est le repricing rapide, brutal, dès que... Si, en cas de ralentissement économique, ces boîtes qui sont tangentes, c'est ça? Ce qu'on n'attend pas, d'ailleurs. Mais un jour, ça viendra. Et dans ce cas-là, ça peut faire une caisse de résonance assez importante. C'est-à-dire que vous allez avoir beaucoup d'entreprises qui vont avoir du mal à se financer, qui vont avoir des taux qui vont progresser très très vite, etc. Donc les spreads de crédit sur ces boîtes tangentes devraient être plus élevés que ce qu'elles sont aujourd'hui pour bien refléter le risque potentiel en cas de ralentissement futur, c'est ça? Oui, et puis c'est aussi la qualité des émissions. C'est-à-dire que quand vous émettez de la dette sur le marché, en fait c'est un contrat, c'est un gros pavé d'ailleurs, c'est des très gros contrats, très compliqués. Il y a des clauses. Et en fait on a un indicateur, on appelle ça des covenant light, c'est-à-dire des titres qui sont émis avec des clauses qui protègent très mal le prêteur. Ouais. Donc ça, vous n'aimez pas si vous êtes prêteur parce que en cas d'accident, vous n'avez pas de garantie. C'est un peu comme si vous faites un emprunt immobilier et vous avez très peu de garantie. Ces covenant light, donc ces clauses déficientes, sont de plus en plus importantes et présentes. Il y a l'indice qui est au plus haut historique, plus haut qu'en 2007, par exemple. Donc la qualité du crédit se détériore, les garanties qu'ont les prêteurs, c'est la même idée. C'est la même idée. C'est la même idée. Et donc, vous voyez, tant que tout va bien et que les entreprises ont des flux de trésorerie, elles peuvent rembourser. C'est pas un sujet. Sauf que quand ça devient un sujet, ça devient un gros sujet. Sous-estimation finie là-dessus des risques aussi en matière de volatilité. Parce que quand on regarde les volatilités, effectivement, notamment sur les taux de change et sur les actions, pour vous, c'est déraisonnablement bas? Écoutez, c'est marrant parce que, alors, la volatilité, c'est la vitesse à laquelle bougent les taux de change. Il y a la volatilité implicite, c'est-à-dire la volatilité qui est pricée par le marché parce que c'est comme ça qu'on fait le prix des assurances sur le futur. Ouais. On a touché un plus bas historique la semaine dernière. À 5, vous me disiez 5%. Oui. Sur le 1 an, pour ceux à qui ça parle, la vol à 1 an implicite sur le... Sur quelle monnaie d'ailleurs? Sur l'euro-dollar? Sur un panier de monnaie développé, on était au plus bas. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en vol réalisé, c'est-à-dire si vous regardez vraiment ce qui s'est passé, là aussi on est très proche des plus bas historiques. Donc il y a une espèce de stabilité des taux de change qui est un peu contre-intuitive, parce que si je vous dis il y a Donald Trump, il y a des problèmes géopolitiques en Iran, il y a des banques centrales l'année dernière qui ont fait un virement... on fait le contraire de ce qu'elles avaient annoncé. Exactement. On se dit les taux de change auraient dû bouger. Non. Ils sont restés redoutablement stables et c'est un peu contre-intuitif. Et en quoi c'est... Le problème, c'est que ça impose des positionnements, des prises de risque qui sont plus marquées qu'avant. Parce que si votre marché bouge peu, forcément, pour avoir du rendement, vous êtes obligé de prendre plus d'effets de levier. Et donc, il peut y avoir des effets comme ça. Alors, une fois de plus, tant que l'économie tient, ce n'est pas un sujet. Mais c'est comme quand vous construisez un château de cartes. Et à un moment donné, quand il y a une carte qui tombe, tout le château peut s'effondrer. Et c'est ça le risque. On l'a vu début 2018, si vous vous souvenez, il y a eu une grosse correction qui venait justement des marchés sur la volatilité, qui était beaucoup trop tendue, avec beaucoup trop de positions spéculatives dessus, etc., etc. Voilà, on voulait faire le point. Donc effectivement, cette forme, encore une fois, de complaisance, c'est ça le mot, complaisance des marchés sur certains des investisseurs, sur certains segments de marché. Merci donc. Point de vue signé Stéphane Déo, stratégiste à la Banque Postale Asset Management. Merci.